Le service du patrimoine de la Bibliothèque municipale de Mulhouse vous emmène aujourd'hui au Proche-Orient. De très nombreuses gravures de nos collections font référence à cette destination qui a fasciné des générations entières de voyageurs et de dessinateurs. Au XVIIIe et XIXe siècle d'ailleurs, a existé un courant appelé orientalisme. Cette notion désigne l'ensemble des connaissances sur les peuples orientaux, idées, langues, sciences, mœurs et histoire. En outre, la technique de la gravure au XIXe siècle a facilité les représentations de ces paysages très différents et des cultures locales. Graver ces vues a aussi permis une large diffusion en Occident, même si cela a par la même occasion figé l'Orient dans un imaginaire coloré et pittoresque. Notre voyage se fera du nord au sud, en longeant la Méditerranée. Première visite, la mosquée de Soliman, construite entre 1550 et 1557 pour le sultan Soliman le Magnifique. Sa coupole s'élève à 47 mètres. Cette vue, imprimée par Engelmann, le fameux lithographe mulhousien, est typique des gravures du XIXe siècle. La majesté de l'arrière-plan est encore renforcée par les petites scènes du premier plan. Après ce haut lieu touristique, pourquoi ne pas nous rendre au grand bazar de Constantinople admirer les costumes orientaux ? La collection de costumes orientaux dessinée par Émile Wattier en 1817 dresse un panorama de ce que l'auteur a pu observer au cours de ses voyages en Orient. Ce genre de recueil de costumes était très répandu au XIXe siècle, et ce pour les habits du monde entier, la mode étant un objet d'attention permanent. Ici, Wattier va de la Perse au Caucase, ainsi qu'en Géorgie. Une note sous chaque gravure précise de quel peuple il s'agit. Il est temps de repartir pour faire escale à Saint-Jean d'Acre, port fortifié de la Méditerranée et ville des Templiers, aujourd'hui en Israël. L'artiste nous entraîne au bazar et nous montre des fumeurs de narguilé, des livreurs lourdement chargés, des joueurs. La finesse du dessin nous permet même de voir les inscriptions sur les murs. Un peu plus à l'est de Saint-Jean d'Acre coule le Jourdain, fleuve souvent cité dans les textes religieux fondateurs. Lieu de pèlerinage pour beaucoup de voyageurs du XIXe siècle, il est souvent représenté comme lieu de baptême. Dans cette gravure pourtant, le Jourdain est représenté comme un lieu de détente et non de pèlerinage ou de sacrement. Sa luxuriance contraste avec l'aridité des paysages environnants et en fait un lieu de halte frais pour les voyageurs fatigués. En se dirigeant vers le sud, le voyageur tombe sur les ruines d'Ascalon. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des informations sur les vestiges de ce temple biblique. Pourtant, ces ruines étaient connues au XVIIIe et XIXe siècle, puisque de nombreux artistes peintres les ont représentées. L'artiste y a trouvé des colonnes antiques renversées et des ruines médiévales, les colonnes antiques ayant sans doute été réemployées lors de constructions ultérieures. Seule une minuscule silhouette est esquissée au milieu des ruines. Continuons au sud pour atteindre Gaza. Nous voyons sans doute la ville telle qu'elle était dans les années 1810. Les monuments dominent par leur impressionnante hauteur et par leur force la vallée et le fleuve. La fin du voyage approchant, arrêtons-nous le temps d'un concert de musique arabe. Cette planche d'Alexandre Évariste Fragonard, fils du célèbre peintre homonyme, a été réalisée en 1825. On y reconnaît les 4 instruments composant le tact, c'est-à-dire l'orchestre traditionnel de musique savante arabe. C'est le moment de nous séparer au bord du Nil, avec ce porteur de bagages qui attend sans doute l'artiste en train de le dessiner. Derrière lui, une fenouque navigue paisiblement. Pour finir ce voyage en beauté, regardons encore quelques costumes orientaux, parfois guerriers, parfois conçus pour isoler du froid, parfois pour parader. Cet ensemble de 30 planches représentant des costumes témoigne à la fois de la richesse culturelle et de la complexité de cet art géographique tout au long des siècles.